Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu Group. Je suis très heureuse de vous accueillir à la Cité universitaire internationale de Paris, ce musée à ciel ouvert de l'architecture de la résidence étudiante, pour cette 5e édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Merci d'accueillir, pour ouvrir nos échanges, Monsieur le ministre Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'ouvrir cette 5e édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine. Un plaisir effectivement de l'ouvrir dans ce lieu magnifique. Je racontais il y a quelques instants à Christophe Robert qu'il y a très longtemps, c'est ici que j'ai passé et réussi mon CAPES de sciences physiques. Donc c'est un lieu dans lequel j'ai toujours plaisir à revenir. Mais ce n'est plus le sujet qui est le mien, même si enseigner les sciences me manque parfois. Un plaisir, car c'est un événement incontournable qui réunit depuis plusieurs années des milliers de professionnels du logement et de l'immobilier. Il permet le dialogue et la rencontre entre tous les professionnels pour échanger, partager les bonnes pratiques et alimenter le débat. Mon ministère est donc heureux de soutenir cet événement. Oui, car le monde du logement, c'est avant tout des femmes et des hommes. Tout fait sens, tout se tient. Le monde du logement, c'est tout un écosystème, une filière. Élus, bailleurs, parlementaires que je salue, j'en ai vu arriver, promoteurs, acteurs de la solidarité, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, partageons la même volonté de mieux loger nos concitoyens. Bâtir cette union sacrée, c'est ce que je me suis efforcé de faire avec ce Conseil national de la refondation du logement, dont nous avons restitué les travaux hier. La table ronde qui va suivre a pour thème CNR Logement, où en est-on, quelle suite dans le cadre de ces assises du logement et de la mixité urbaine. Je vais tenter d'y répondre, même si je sais que beaucoup d'entre vous étaient déjà présents hier. La présence de la Première ministre à la conclusion de ces restitutions était, pour nous tous, un honneur et une fierté. Sa présence montrait que le logement a l'intérêt de l'État au plus haut niveau. Tout d'abord, ce CNR, je l'ai dit, je le redis, n'est ni un commencement ni un aboutissement. Ce CNR n'est pas un commencement car depuis 6 ans, le gouvernement a agi. Le parc d'hébergement d'urgence est passé de 120 000 à 200 000 places. Grâce au plan Logement d'abord, 440 000 concitoyens ont pu passer de la rue au logement. Il y a également, bien sûr, le déploiement de MaPrimeRénov', un outil dont les Français se sont saisis avec enthousiasme, faisant entrer la culture de l'éco-geste dans tous les foyers français. 1,5 million de chantiers ont été réalisés depuis son lancement en 2020. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas parfait, mais dire que le logement n'intéresse pas l'État ou que c'est une politique oubliée du gouvernement, c'est faux. Je veux également dire que durant ma quasi-première année en tant que ministre, des chantiers importants ont été entrepris. La sauvegarde de notre parc d'hébergement d'urgence et son suivi avec la création toute récente de l'Observatoire du sans-abrisme. La préservation du pouvoir d'achat, aussi grâce au bouclier logement, à la fois en plafonnant l'augmentation des loyers et en aidant nos compatriotes à faire face à la flambée des coûts de l'énergie. Ce bouclier doit être prolongé, il a été voté à l'Assemblée nationale et j'espère de tout cœur
que le Sénat en fasse de même. La mensualisation de la révision du taux d'usure, qui est un outil pour fluidifier l'accès au crédit dans la période de remontée rapide des taux. Enfin, et j'en ai déjà parlé, éradiquer les passoires énergétiques, notamment en confortant la mise en œuvre de la loi climat et résilience, avec le lancement de l'offre simplifiée de l'éco-PTZ, MaPrimeRénov'. Ou encore, le relèvement de 25 000 à 35 000 euros du montant des travaux pouvant être financés par MaPrimeRénov' en copropriété. Un mot enfin sur le pacte de confiance avec le monde HLM. La Première ministre réunira prochainement les ministres, la Caisse des dépôts et les principaux acteurs du logement social pour parachever ce pacte de confiance. Comme je l'ai dit hier, et malgré un contexte difficile, j'en suis sûr, tout ce qui pouvait être fait a été fait. Maintenant, continuons d'agir. Mesdames et messieurs, le CNR Logement, dont nous avons restitué les travaux hier, n'a pas pour ambition de répondre à toutes les problématiques, et on sait qu'elles sont nombreuses, ni même de tout régler. Non, ce CNR avait pour objectif de nous réunir et de partager un constat commun. À partir de ce constat, ce CNR avait pour objectif de dessiner des premières pistes d'action. Et j'en suis sûr, c'est chose faite. Mais bien sûr, je le redis, ce CNR n'est pas une fin, ce n'est pas un aboutissement. Au contraire, c'est une étape parmi d'autres pour poursuivre le travail engagé depuis 6 ans. La Première ministre a fait hier des annonces qui s'appuient sur la mobilisation et sur les propositions de tous les acteurs. Permettez-moi ce matin de revenir sur une petite dizaine d'entre elles. Tout d'abord, le plan Logement d'abord 2 sera lancé dans les semaines, les jours qui viennent, pour renforcer les moyens d'accompagnement de la rue au logement. Ce sont 160 millions d'euros supplémentaires d'ici la fin du quinquennat 2027 qui permettront de sortir de la rue les plus fragiles et les faire accéder à un logement pérenne, soit un effort additionnel en cumulé de 500 millions d'euros sur les 5 ans. Renforcer ensuite notre modèle du logement social. Le gouvernement souhaite s'engager avec le secteur du logement social dans le cadre, j'en ai déjà parlé, d'un pacte de confiance. Ce pacte devra répondre au double défi de la transition écologique et de l'accélération de la production de nouveaux logements sociaux. Le gouvernement souhaite étudier toutes les pistes pour redonner des capacités d'investissement de court terme aux bailleurs sociaux. Par ailleurs, le gouvernement souhaite accélérer et soutenir les efforts de transition écologique des bailleurs sociaux. Le dispositif de seconde vie expérimenté en 2023 sera pérennisé en 2024 en tenant compte des enseignements de cette expérimentation. Le pacte de confiance sera aussi l'occasion d'acter ces efforts, de les préciser, de déterminer bien sûr les sources de financement et d'appeler à la responsabilité et à l'investissement des bailleurs sociaux, acteurs clés du parcours résidentiel et de l'investissement dans cette période. Concernant le logement locatif intermédiaire et les zonages, il faudra rapidement libérer les contraintes pour produire davantage de logements intermédiaires là où c'est pertinent. Cela passe par reclasser d'ici l'été 200 communes dont le zonage ne correspond plus à la réalité des besoins des ménages. Ces reclassements pourront également assouplir les conditions d'accès au logement abordable via le bail réel solidaire. C'est aussi l'extension en 2024
C'est aussi l'extension en 2024 du logement locatif intermédiaire à de nouvelles communes qui se réindustrialisent et à des centres anciens. Nous souhaitons également étendre la garantie Visale. Dès 2018, le gouvernement et Action Logement ont mis en place la garantie Visale pour faciliter l'accès au logement de tous les jeunes et de tous les salariés pour lesquels l'accès au parc locatif était trop complexe. Plus de 800 000 garanties Visale ont ainsi été actées. Pour aller plus loin et accompagner la dynamique de plein emploi, le gouvernement, avec le groupe Action Logement, dont je salue l'action, s'engage à augmenter sur la période 2023-2027 le nombre de garanties Visale de plus de 100% pour atteindre 2 millions de garanties. Ça sera donc 2 millions de jeunes, de salariés qui bénéficieront ainsi de cette garantie, de cette caution pour ceux qui n'en ont pas. Merci. J'en profite pour saluer l'accord trouvé avec le groupe Action Logement, qui est un partenaire important. La signature de cette nouvelle convention quinquennale avec l'État se fera dans les tout prochains jours. Sur la fiscalité locative, il nous faudra aussi engager le chantier d'une refonte de la fiscalité des revenus locatifs. Notre système de fiscalité des revenus locatifs est complexe. L'objectif est de redonner un cadre fiscal plus simple et plus juste, de sorte qu'il soit plus lisible pour le propriétaire et qu'il permette de favoriser le développement d'une offre locative de qualité et en particulier celle de longue durée. Dans le même sens, il nous faudra faciliter l'accès au crédit. Afin de fluidifier l'accès au crédit, le gouvernement a décidé de mensualiser, vous le savez, le calcul du taux d'usure jusqu'au 1er janvier 2023. Nous travaillons avec le gouverneur de la Banque de France sur une prolongation de cette mesure au cours des prochains mois. Soutenir l'accès au crédit, mais également soutenir, évidemment, l'accession à la propriété. Afin de soutenir l'accession à la propriété des ménages aux revenus modestes et intermédiaires, le prêt à taux zéro sera prolongé jusqu'en 2027. Ce nouveau PTZ fera l'objet d'un recentrage et sera dorénavant ciblé pour l'acquisition d'un logement neuf en zone tendue au sein d'une opération de logement collectif ou bien pour l'acquisition d'un logement ancien en zone tendue et détendue, sous condition de réalisation de travaux de rénovation en cohérence avec les objectifs de verdissement de la dépense publique et de sobriété foncière du gouvernement. Nous voulons aussi accélérer le développement du bail réel solidaire. Ce dispositif innovant permet à des ménages d'accéder à la propriété à des prix de 30 à 50% plus faibles que sur le marché. Il connaît, et c'est justifié, un franc succès. Aussi, afin d'accélérer le développement du BRS, les plafonds de ressources seront révisés à la hausse afin de permettre à davantage de ménages de pouvoir être éligibles à ce très beau dispositif. La Première ministre l'a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, un plan d'achat ambitieux est en cours afin de soutenir la production de logements neufs. En effet, afin de soutenir la production de logements qui connaît un important ralentissement, personne ne peut le nier, la Caisse des dépôts Habitat et Action Logement vont chacun porter un plan d'investissement ambitieux afin de répondre aux besoins en logement sur tous nos territoires. Au global, ce plan de soutien prévoit la commande, la réalisation de près de 50 000 logements neufs. C'est un effort extrêmement important et je remercie les deux acteurs que sont la Caisse des dépôts et Action Logement d'être à nos côtés pour soutenir cette production. Cette mobilisation permettra de débloquer des opérations auprès des promoteurs
et ciblera en priorité des acquisitions de logements intermédiaires et sociaux en vente en l'état de futur d'achèvement, en cours de montage, voire en cours de chantier. Au-delà de ces éléments, la libération du foncier sera une réponse structurelle. Je pense au renforcement du fonds friche, mais également au programme de renouvellement urbain pour les grandes friches urbaines que nous souhaitons mettre en place. Il faudra aussi travailler, et la Première ministre l'a dit hier, à lutter, à enrayer contre la spéculation foncière par le recours, par exemple, au droit de préemption par les collectivités. Mesdames et messieurs, j'en termine. J'en termine notamment en rappelant les annonces qui ont été faites pour faire évoluer MaPrimeRénov'. Excusez-moi. Tout d'abord, pour faire évoluer notre système d'aide, pour le rendre plus lisible dès le 1er janvier 2024, en le structurant en 2 piliers clairement identifiés pour répondre à nos 3 priorités absolues. D'abord, baisser nos émissions de dioxyde de carbone. Ensuite, réduire notre consommation énergétique et éradiquer les passoires thermiques pour lutter contre la précarité. Pour cela, il nous faudra poursuivre l'accompagnement des aides par geste en se concentrant particulièrement sur le changement des systèmes de chauffage pour aller vers des systèmes décarbonés. Il nous faudra également bâtir un parcours unique, ouvert à tous, simple, lisible, plus incitatif, pour des projets plus ambitieux, autrement dit, une voie réservée pour les rénovations globales permettant d'atteindre les étiquettes A, B, C du DPE. Pour faciliter le financement du reste à charge, nous simplifierons et élargirons l'accès aux prêts avance rénovation. Il sera accessible à tous, sans condition de ressources. Le gouvernement soutiendra une proposition de loi en ce sens. Je souhaite également que France Rénov' monte en charge pour inscrire dans la durée le service public de la rénovation de l'habitat. France Rénov', car c'est une clé de la simplification du parcours des ménages et de la montée en qualité de leurs projets. Aussi, à partir de 2024, les ménages pourront se rendre dans leur maison France Service pour être orientés vers les bons interlocuteurs ou recevoir une assistance administrative de premier niveau dans la constitution de leur dossier. Sur les accompagnateurs Rénov', l'objectif est de disposer d'ici la fin de l'année d'un vivier d'accompagnateurs Rénov' agréés sur le territoire, sur tout le territoire, pour accompagner les ménages souhaitant se lancer dans une rénovation globale à travers le parcours dédié. Enfin, un nouveau programme national de certificats d'économie d'énergie permettra de financer cette prestation. En particulier, le reste à charge sera nul pour les ménages les plus modestes. Car l'accompagnement doit être une manière de sécuriser les ménages et non pas un frein financier à s'engager dans une rénovation ambitieuse. Pour terminer, comme le président de la République s'y est engagé dans son programme, nous lancerons dès le 1er janvier 2024 MaPrimeAdapt'. Pour accélérer l'adaptation de notre parc de logements au vieillissement de la population, permettre à tous ceux qui le souhaitent de vieillir chez eux en toute sérénité, rendre concret le virage du vieillissement à domicile. C'est 1,5 milliard d'euros qui sera consacré à cet enjeu essentiel sur le quinquennat pour atteindre 680 000 logements adaptés dans les 10 prochaines années, selon l'objectif fixé par le président de la République. Cette nouvelle aide sera ouverte à toutes les personnes de plus de 70 ans, ainsi qu'aux personnes entre 60 et 70 ans en perte d'autonomie précoce. Elle sera également accessible aux personnes en situation de handicap, en complément de la prestation de la compensation du handicap.
Cette aide se voudra plus incitative que le système actuel, avec un taux de financement de 70% pour les ménages très modestes et de 50% pour les ménages modestes, hors cofinancements locaux ou privés notamment. Voilà, mesdames et messieurs, les annonces qui ont été faites hier et que je tenais à vous représenter dès ce matin. Le gouvernement est à l'écoute de la crise, à l'écoute des acteurs que vous êtes, pour bâtir des solutions concrètes. Alors maintenant, agissons, mettons en œuvre ces annonces et continuons à travailler ensemble. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Les Assises, un événement conçu pour vous et avec vous, acteurs de l'habitat et du cadre de vie, quelles que soient vos disciplines et vos marchés. Une spécificité, vous le disiez, Monsieur le Ministre, qui permet le dialogue, la rencontre et le travail commun. Agir ensemble, dès maintenant et pour l'avenir, c'est bien notre objectif à tous. Et alors que l'ensemble de la filière fait front commun depuis plusieurs mois pour alerter sur le sujet du logement, que la crise s'installe, vous en parliez à l'instant, Monsieur le Ministre, la Première ministre a annoncé hier les mesures consécutives au Conseil national de la refondation pour sa partie logement. Selon notre baromètre édité chaque année en partenariat avec la FPI, Pôle Habitat, FFB et l'UNAM, l'inquiétude était à son comble. L'urgence a-t-elle été entendue? Qu'en est-il aujourd'hui après ces annonces? Pouvons-nous espérer une sortie de crise? Quel sentiment prédomine? Quelle suite maintenant à ce CNR? Pour en parler, merci d'accueillir Monsieur Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous pouvez l'applaudir. Vous étiez avec Véronique Bédag, directrice générale de Nexity, co-animateur du Conseil national de la refondation sur le logement. Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, ancienne ministre du Logement. Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. Valérie Mancret-Taylor, vous êtes directrice générale de l'ANA. Grégory Monod, président de Pôle Habitat FFB. Et enfin, Monsieur Pascal Boulanger, président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le ministre reste avec nous et pourra réagir à la fin de cette table ronde à tout ce que vous allez pouvoir partager, ce que nous allons partager ensemble. Et pour commencer, j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Robert. Je cite, pour ce CNR, l'idée était donc pour dégager un diagnostic et des propositions partagées autour de la politique du logement. 3 objectifs ont guidé les échanges de ce CNR. Redonner du pouvoir d'habiter aux Français, réconcilier la France avec la production de nouveaux logements et faire du logement l'avant-garde de la transition écologique. Que ces objectifs aient guidé vos échanges, nous n'en doutons pas. Mais aujourd'hui, après les annonces, dont vous avez fait 200 propositions, 20 mesures en ressortent, pensez-vous qu'ils puissent désormais être remplis? En tant que pilote du CNR du logement, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est compliqué de répondre à votre question en quelques mots. Ce matin, un sentiment un peu partagé, entre gueule de bois et un peu d'espoir. Non pas que rien n'ait été annoncé, non pas que rien ne se fasse. Je ne crois pas que ça soit la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais, la question que moi je me posais ce matin avant de venir vous rejoindre, c'est est-ce que, après ce temps de partage avec tous les acteurs, à la fois du diagnostic, mais aussi de ce dont nous avons besoin dans ce pays en matière de politique du logement, est-ce que ce qui a été annoncé hier est à la mesure des défis? Est-ce que ce qui a été annoncé hier est à la mesure des enjeux? Est-ce que ce qui a été annoncé hier est en mesure de susciter une mobilisation générale, comme l'appelle le ministre du Logement de ses vœux, pour résoudre les problèmes de logement de nos concitoyens? Est-ce que ce qui a été annoncé hier nous permet de dire à ceux qui souffrent du logement aujourd'hui, ou des difficultés de logement aujourd'hui,
ça va s'améliorer. Aux personnes sans domicile, à ceux qui souffrent de problèmes de santé à cause du logement, à ceux qui s'entassent dans des logements trop petits, à ceux qui ne bougent pas parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de solution adaptée à leurs ressources. Est-ce qu'on peut se dire, ce qui s'est passé hier nous permet de dire aux gens, au-delà des spécialistes, ça va changer? Je ne crois pas. Je ne crois pas, et donc ce n'est pas un bon constat, parce que ça fait 8 mois qu'on travaille. Donc il y a des choses intéressantes qui ont été rappelées par le ministre à l'instant. L'élargissement de la garantie visale avec Action Logement, c'est une vraie avancée pour le million de personnes qui va pouvoir bénéficier de cela. Le prolongement du plan Logement d'abord, avec des moyens financiers accrus. Une bonne politique qu'on a appelée de nos voeux, qu'on a portée collectivement. Bon, sur ce sujet-là, on nous annonce 160 millions d'euros en plus, ça n'est pas rien. Nous, on pense qu'il aurait fallu 3 fois plus pour changer d'échelle, être vraiment en capacité d'aller plus loin. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir relancer la production de logements globalement avec ce qui a été annoncé? La question, ce n'est pas une joute verbale, la question, c'est l'efficacité, c'est les résultats. Qu'est-ce qui nous fait dire que, depuis hier soir, on se dit que dans les années qui viennent, on va avoir une augmentation de la production? Est-ce qu'on va augmenter la production de logements sociaux, qui a dégringolé? Non. Non. Donc ce n'est pas une question idéologique, ce n'est pas un point de vue personnel, ce n'est pas une joute verbale. C'est est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on donne une impulsion en termes d'aménagement du territoire? Est-ce qu'on attaque le défi de la réno thermique? Je crois qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux, qui sont extrêmement intéressantes. Peut-être que là, on va pouvoir avancer. Mais enfin, je reprends l'exemple du logement social. L'objectif du gouvernement pour 2022, c'était 125 000 logements sociaux. On était à 95 000. Cette année, on va être à quoi? 80, 85 000. Il n'y a encore pas si longtemps, on était tous d'accord pour dire qu'il fallait, pour fluidifier, pour apporter des réponses aux désormais 2,4 millions de ménages en demande de logements sociaux, augmenter la production pour être aux alentours de 150 000. Et là, on est à 85 000. 1,3 milliard ponctionné sur les bailleurs sociaux, encore en 2023, une augmentation de la TVA. Ben écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce qui a été annoncé, mais celle-ci manque cruellement. Cette question du soutien au logement social pour produire. Alors j'entends qu'il y aura sans doute des aides pour la rénovation. Maintenant, juste une note comme ça, pas d'humeur, mais de perspective. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai rarement vu tous les acteurs aussi alignés et prêts à bouger. Il ne faut pas rater des occasions comme ça. Il ne faut pas faire bosser pendant 6 mois des gens et provoquer un sentiment de « nous n'avons pas été entendus » ou « nous n'avons pas été écoutés ». C'est extrêmement dangereux sur la démocratie. Quand on choisit de changer notre mode de gouvernance, comme le président de la République l'a appelé de ses voeux pendant sa campagne, en mettant en place les CNR et en mettant en place le CNR Logement, et je remercie le ministre du Logement de nous y avoir associés. Mais ce n'est pas écouter juste pour écouter, c'est écouter pour entendre les souffrances, pour entendre les inquiétudes des acteurs économiques. Et donc, ce que j'espère, et je vais terminer là-dessus, c'est que ce bon travail que nous avons fait avec le ministère du Logement, ce bon travail que nous avons fait avec tous les acteurs qui étaient capables de sortir de là où ils sont pour se préoccuper plus globalement de la question du logement. Moi, je n'ai pas passé ma vie à parler des personnes sans domicile. J'ai conscience qu'il faut accompagner les personnes dans l'accession sociale à la propriété. J'ai conscience qu'il faut donner des leviers pour accroître la production. Mais chacun l'a fait à son niveau pendant ce moment-là. Donc ne ratons pas ce moment. Hier, il nous a été dit que c'était un début, pas une fin, ou pas un début, pas une fin. Je n'ai pas compris, en tout cas, ce n'est pas fini. Mais c'est bien, parce qu'il y a un PLF qui arrive. Parce qu'on nous annonce un accord avec Action Logement, et peut-être que l'État va mettre au pot aussi pour élargir les bénéficiaires, par exemple, de la garantie visale, et que pas seulement demander Action Logement. On nous annonce aussi le contrat avec les bailleurs sociaux. Donc, ça veut dire que le champ reste ouvert. Le champ reste ouvert pour réguler les plateformes touristiques de location de logement. Le champ reste ouvert pour pouvoir accroître, travailler sur la fiscalité du logement, ça a été dit hier. Et puis peut-être le champ reste ouvert, je l'espère, sur la maîtrise du foncier qui a fait un large consensus pendant ces 6 mois. Donc j'essaie de me dire qu'il faut garder la patate. Je me dis aussi qu'il y a un vrai travail qui a été fait, il ne restera pas lettre morte. Je pense qu'il y a de l'écoute au ministère du Logement. Pour vous le dire comme je le pense, il va falloir qu'à Bercy aussi ça bouge,
qu'au niveau de la Première ministre, ça bouge, qu'au niveau du Président de la République, cette question du logement soit entendue à la même hauteur que les questions scolaires, d'éducation, de santé, d'emploi. Pour moi, c'est le même niveau de préoccupation à l'échelle d'un gouvernement. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais bon, on va mener la bataille. Merci. Du coup, on le sait, c'est une aventure qui a duré plusieurs mois. 3 groupes de travail ont été constitués de près de 200 personnes. Plusieurs centaines de propositions ont émergé. Et pour commencer cette table ronde, donc on a entendu votre message en tant que copilote. J'ai envie de dire que ce message était aussi celui du délégué de la Fondation Abbé Pierre. Peut-être, pour le résumer, un sentiment en un mot, et je vais demander après à chacun d'entre vous autour de la table de me livrer ce sentiment en un mot. Un premier mot, Monsieur Robert, en tant que Fondation Abbé Pierre. Un premier mot, mais je viens de faire plein de mots. Vous en avez fait plein, mais un mot pour un sentiment. Alors, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Monsieur Boulanger, en un mot, votre sentiment après ce CNR. Ah non, j'ai le micro, ça va faire plus qu'un mot. Parce que si c'est un mot, c'est déçu. Moi, non, vous inquiétez pas, vous dites un mot et vous expliquez pourquoi ce mot. Alors, moi, je voudrais adresser un message personnel à Olivier Klein, ministre du Logement, ici, devant nous. Mon cher Olivier, tu as une chance inouïe et un alignement complet de tous ceux qui contribuent à l'acte de construire. On vient de le dire, il faut vraiment que tu sois conscient de ça. Nous sommes tous alignés, nous avons tous le même constat et presque tous plaidons pour les mêmes solutions. Il n'y a pas de grande divergence. Je pense que c'est la première fois qu'un ministre du Logement a cette chance-là. Tu n'auras pas de voix dissonante, on échange, on est quasiment d'accord sur le fond et sur tout. C'est une première. Olivier, hier, nous sommes déçus. La presse, ce matin, est incendiaire. Je n'ai pas peur des mots. Il faut que tu retournes la baraque. Il faut que tu retournes le bureau. Il faut que on ne peut plus en arriver à ça. 7 mois de concertation, comme vient de dire notre ami Christophe, pour arriver à ça. Une montagne qui accouche d'une souris. Je ne donne pas les chiffres, vous les connaissez, ils sont partout. Tu as une chance inouïe, Olivier. Nous sommes alignés et derrière toi, la balle est dans ton camp. Monte sur ton cheval de course et galope. Merci. Monsieur Monod. Je ne vais rien rajouter à tout ce qui a été dit et très bien dit. Nous, et moi en particulier, je suis déçu, sidéré et très en colère. Voilà. Merci. Peut-être juste rappeler la difficulté de gérer le court et le long terme, qui est notre défi et notre rôle à tous aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si on a du temps pour développer, mais j'aimerais en parler tout à l'heure. Pas de problème. Madame Cos, Madame la ministre. En fait, il y a le choix, soit je suis pessimiste, soit je suis optimiste. Je vais faire le second aujourd'hui, et donc je vais dire unanimité. Unanimité. Parce que ce n'est pas la première fois, Pascal, mais je trouve que le secteur du immobilier, du logement a fait preuve d'une grande intelligence, notamment dans les travaux depuis décembre. Et je vais juste donner un exemple. C'est la première fois qu'il y avait autant de remises en cause de la question foncière, avec y compris des acteurs qui d'habitude profitent de la spéculation foncière et qui se rendent compte qu'il faut passer à autre chose. Et je trouve que cette très bonne évolution, il faudrait la saisir. Et c'est ça qui est extrêmement dommage, c'est que sur y compris des leviers qui, je pense, c'est un débat qu'on n'aurait pas pu avoir il y a 5 ans. Ça aurait été impossible. J'avais été surprise au lancement du CNR que tout le monde parle de l'encadrement du foncier et d'une révolution de l'ensemble du calcul des valeurs foncières, y compris, je le redis, de ceux qui profitent de cette spéculation foncière et qui constituent des fortunes grâce à ça. Et je pense que c'est extrêmement dommage qu'on ne saisisse pas cette occasion parce que c'est ça la refondation. Après, sur le reste de mon sentiment, j'en parlerai plus tard. Madame Bouillet. Donc moi, je vais aussi choisir quelque chose d'un peu optimiste et qui résume un peu ce que disait Pascal, mais aussi Emmanuel. C'est le mot collectif. Hier, j'ai assisté à la restitution et effectivement, c'est un travail collectif avec une construction collective de propositions. Et sur un secteur comme le logement,
c'est pas un acteur qui fait, c'est vraiment un ensemble, c'est toute une chaîne en fait du logement. Aujourd'hui, cette chaîne du logement, elle est grippée, mais c'est des problèmes qui sont structurels derrière. C'est pas que un problème conjoncturel, c'est aggravé par un problème conjoncturel. Et c'est vrai que c'est là où ce collectif, c'est quelque chose en plus chez Action Logement qui est important, hein, dans un groupe paritaire où il y a aussi et même beaucoup de débats, parce que c'est pas toujours évident de mettre d'accord des partenaires sociaux aussi divers que les différents syndicats et le patronat, mais on y arrive parce qu'il y a une cause commune qui est celle du logement des salariés, et je pense que dans ce CNR, il y a eu aussi une réussite de dialogue parce qu'il y avait une cause commune qui est celle du logement. Donc j'espère aussi que on va continuer à travailler pour sortir des solutions structurelles. Merci. Madame Mancret-Taylor. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je vais m'inscrire dans une logique optimiste, parce que ce n'est pas la première fois que notre pays connaît une crise du logement, et donc il faut savoir y faire face. Et je pense que c'est agir tous ensemble. Et poursuivre dans la continuité de effectivement l'état d'esprit qui a été inscrit dans le cadre de ce CNR. C'est ça qui est important. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une crise du logement qui a quand même ses spécificités, qui est beaucoup liée à la transition écologique, beaucoup liée à la transition énergétique, qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a pu connaître à d'autres époques de l'histoire de notre pays. Et on a besoin aussi bien de produire du logement que d'intervenir évidemment sur l'existant. Et en tant que directrice générale de l'ANA, évidemment, le sujet de cette agence, c'est l'intervention sur l'existant qui, je le rappelle, représente 80% du logement de 2050, ce qui n'est pas faible, en fait, par rapport aux objectifs de permettre à tous d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Merci beaucoup. Alors vous le disiez, Madame la présidente de l'Ordre des architectes, qu'il y avait des besoins de mesures d'urgence et aussi des besoins sur le fond. Vous vouliez développer ce point de vue? Oui, en fait, je pense que tout le monde en est conscient. Enfin, la trajectoire que vient de rappeler Valérie de transition écologique est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on a quand même quelques trajectoires qui sont lancées sur le ZAN, sur la question de la rénovation, sur la question de revitaliser les friches. Donc, on a des vrais sujets aujourd'hui sur lesquels on ne travaillait pas forcément avant, collectivement, avec les bons outils. Donc, on doit aujourd'hui forcément garantir l'accompagnement de ces politiques-là. Et en même temps, eh bien, ça nous fait tous un peu muter dans nos métiers, parce que ça veut dire plus réhabiliter, moins construire de neuf, trouver du logement là où la complexité du terrain est difficile, donc beaucoup de diagnostics en amont. Ça remet un petit peu à plat nos modes de faire, ça nous repositionne tous un peu sur la chaîne, ça oblige aussi à rendre les PLU intelligibles pour tout à chacun, pour qu'on puisse accompagner les habitants. Ça demande aussi que dans le PLF, par exemple, on prenne en compte l'accompagnement des élus, la manière dont on traduit dans un projet de loi de finances les ambitions politiques. Nous, dans le groupe 3 du CNR, on a vraiment porté en première mesure cette question de gouvernance et d'aménagement du territoire et de vision. Donc, je rejoins Christophe, nous on a envie que le président de la République donne une vision d'aménagement de la France au regard du scénario plus 4 degrés, au regard des questions de submersion marine, des risques majeurs, des inondations, des épisodes de canicule. Comment on fait pour que en 2050, les Français soient à l'abri au maximum de toutes ces questions qui sont là. Et donc, effectivement, ça, c'était un point qui était essentiel pour nous. Et on n'a pas vu le CNR non plus comme une fin en soi. On est aussi conscient qu'il y a d'autres étapes pour venir intégrer les mesures qui ont été portées dans ce CNR et notamment dans notre groupe 3, dans des lois qui arrivent. Exemple, loi industrie verte, nous sommes allés voir Bruno Le Maire, nous lui avons parlé de la question des filières de matériaux et comment on travaille à fabriquer une architecture de circuit court avec des filières qui soient à proximité. On a beaucoup parlé du hors-site, moi je crois au hors-site s'il est à proximité, les unités de production à proximité de là où on construit et avec des leviers
extrêmement important pour garantir la qualité architecturale et urbaine. Ça, c'est un premier point. On a la formation. La formation, c'est un enjeu extrêmement important. Comment est-ce qu'on prouve à nos jeunes que le secteur du logement et de l'aménagement est un secteur d'avenir sur la transition écologique? Comment on va les emmener? C'est notre rôle à tous, c'est le rôle du gouvernement de donner cette trajectoire. Et puis, on a la loi climat et résilience. Aujourd'hui, on a un accompagnateur Rénov' qui est en cours de mise en place. Est-ce que ça va être suffisant? Comment il va être affiné? J'y crois beaucoup pour la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner énormément les copropriétés. On va avoir un besoin. En plus, on a aujourd'hui des bailleurs, des bailleurs qui ont des logements en location en passoire thermique et qui se disent comment je vais faire, je ne peux plus louer, et qui du coup deviennent acteurs dans la rénovation thermique des copropriétés, alors qu'avant, ils étaient plutôt à reculer. Donc, on va en avoir plein d'un coup, et là, on va avoir une attention forte à porter à la qualité de cette rénovation. On sait tous ce que c'est qu'une mauvaise rénovation sur un bâtiment, sauf qu'aujourd'hui, la présence des architectes, par exemple, pour accompagner les copropriétés dans la rénovation, eh bien, il faut qu'on l'assure. Il faut que le diagnostic en amont soit fait par des professionnels, techniques et architecturales, pour qu'on puisse obtenir le meilleur. Et c'est vrai que parfois, il va falloir passer à peut-être une échelle supérieure, penser un petit peu différemment, comme on le faisait pas trop avant, mais à l'échelle de l'îlot, par exemple. On a des questions à se poser sur les quartiers pavillonnaires, sur les îlots, pour garantir et mutualiser les réponses. Et c'est ça aussi, ce changement de paradigme. C'est-à-dire, il y en a un du gouvernement, mais il y en a aussi un chez nous, les acteurs. Et je crois beaucoup, je finis là-dessus, que l'ouverture du dialogue qu'on a eu, et j'en parle pour le groupe 3, parce que animer un groupe était quand même assez chronophage, mais c'était très intéressant. 70 personnes, 6 heures par semaine pendant 3 mois, il faut que tout le monde soit sympa, il faut qu'on s'écoute, et en même temps, on a envie de continuer après, parce qu'on a encore plein de sujets à traiter, mais il faut qu'on puisse pouvoir porter ce qui sort de ces réunions, ce qui sort de ce dialogue, mais conservons un dialogue fin pour pouvoir assurer cette trajectoire. Bien sûr. Alors, vous le disiez, on attendait beaucoup aussi de mesures d'urgence. Monsieur Boulanger, vous aviez parlé notamment d'un malade qui était aux urgences. Finalement, vous attendiez un peu cette réanimation. Et on l'a entendu, pour le coup, vous êtes, si on file la métaphore, c'est pas encore, le compte n'y est pas. Non, maintenant, j'attends la date des obsèques. Donc, vous en êtes à ce point-là? Non, plus sérieusement, quand le CNR a démarré, on avait une crise de l'offre et nous n'avions pas, à l'époque, une crise de la demande. Donc nous, on était vraiment sur comment améliorer l'offre et nous étions sur le versement d'une partie de la TVA au-dessus d'un certain seuil habituel de ce qui se produit pour les communes. C'est-à-dire que c'était gagnant-gagnant entre un Bercy et la commune. Il fallait que le héros de la ville, c'est celui qui réussissait à faire capoter un projet. Il fallait que ça devienne l'ennemi de la ville. C'était celui qui empêchait de faire une crèche ou une école. Bon, cette mesure, elle continue à être demandée parce que ça continue toujours à ne pas avoir suffisamment d'offres. Alors aujourd'hui, tout a changé parce que la demande s'est presque arrêtée depuis le 1er décembre. Mais malgré ça, on a tout le temps une crise de l'offre. Donc c'était la première mesure que nous demandions. Trouver une solution pérenne pour aider les maires bâtisseurs. Nous étions aussi pour des lois fiscales de courte durée, 1 an peut-être, ou 6 mois, ou 18 mois, peu importe, mais de courte durée, pour réussir à casser cette crise de la demande. On n'a pas eu grand-chose. On a eu des médicaments qui étaient un petit peu de l'homéopathie. J'ai rien contre les homéopathes, alors qu'on s'attendait à un électrochoc. Donc, je ne suis pas sûr du pronostic vital de mon malade. Voilà. Monsieur Monod, il faut parler aussi un petit peu de la maison individuelle et pas que. Hein. Vous, en termes de production de logements neufs, pour vous, vous êtes aussi en premier chef au pôle Habitat FFB. On le voit donc un PTZ qui est prolongé, mais en même temps qui est quand même resserré sur le logement collectif. C'est aussi une certaine image du logement d'aujourd'hui qu'on veut donner. Oui, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, bon nombre de nos adhérents sont sur les 4 métiers, la maison individuelle, le logement collectif, l'aménagement et la rénovation globale. Donc ça, pour nous, c'est un vrai sujet. S'adapter, vous l'avez dit, c'est indispensable et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que les professionnels sont en train de le faire, sont en train de prendre conscience que le métier qu'on peut avoir aujourd'hui ou hier ne sera pas le même demain. Et ça, c'est essentiel. L'urgence climatique, c'est vrai, nous impose d'aller vite sur la rénovation. L'enjeu est sur la rénovation. On est bien d'accord. Mais n'oublions pas que ce qui est déjà là,
a été construit un jour ou l'autre. Il était construit il y a quelques années. Donc n'oublions pas qu'on a besoin de construire aussi pour bien loger. Et n'oublions pas non plus que la rénovation ne crée pas de nouveaux logements. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, vous avez parlé du PTZ. Moi, je vois plutôt, je dirais, une suppression du PTZ et pas un maintien, une suppression d'une partie du PTZ, Olivier. Et je pense que le recentrer sur les métros et sur les zones dites... Métropole, ouais, sur les métropoles et sur les zones dites tendues, parce que là aussi, hein, avec cette sémantique-là, à un moment, il faut aussi qu'on arrête. On a besoin de logements sur tous les territoires, et pas uniquement dans les métropoles et dans les grandes villes. Eh bien, on est en train de préparer la conclusion de son inefficacité, je pense, et qu'il ne suffira pas à lui seul à déclencher l'accession à la propriété sur ces marchés qui sont trop élevés et où on aura des sujets de revenus. Donc nous faire croire qu'on va avoir un transfert de cette population et de nos concitoyens qui ont droit au PTZ vers les métropoles et vers l'urbain, à mon avis, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur aussi, pourquoi ? Dans l'aménagement du territoire, là encore, vous m'expliquerez, Monsieur le ministre, comment le ministre Béchu, l'autre jour, nous a dit que sur certains territoires, il fallait densifier au travers de la maison individuelle si on voulait que la densité soit acceptée. On ne peut pas faire du collectif partout. Ça, c'est un fait. On a besoin de collectifs dans certains secteurs, mais on a besoin également de la maison individuelle dans d'autres. Je vous renvoie au projet de Chemetov, qui a fait un projet aux alentours de Tours avec Villadim, où on est sur une densification au travers de la maison individuelle. C'est un projet qui est en train de voir le jour, et donc on a des exemples qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, stigmatiser une fois de plus la maison individuelle en l'excluant d'un dispositif, là aussi c'est dangereux. On a besoin de tous les types d'habitats sur tous les territoires si on veut remporter cette bataille du mal logement et cette problématique de la crise de la politique du logement. Ce n'est pas qu'une crise aujourd'hui du logement. Pour moi, c'est une crise de la politique du logement. On y reviendra justement, parce que finalement, j'ai l'impression, en vous entendant tous, que ce CNR aussi, c'était l'occasion de réfléchir à la place de l'État dans la construction, dans cette politique, la place de l'État, et cette place aussi des territoires. Vous acquiescez, Monsieur Robert. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de voir l'État dans cette politique ? Non, vous avez raison, c'est une question essentielle qui a traversé le CNR. On sent qu'il y a une espèce d'hésitation sur le rôle de l'État, dans ce domaine comme dans d'autres, dans l'exécutif aujourd'hui. On sent que, d'ailleurs, il suffit de regarder, d'écouter, de lire les propos du président de la République, il y a une quinzaine de jours dans Challenge. On voit bien, je veux dire, c'est dit. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement quel est le rôle de l'État aujourd'hui et donc qu'est-ce qui était attendu hier au regard de la responsabilité collective des collectivités territoriales, des acteurs du logement, des agences. Au fond, ce qui est ressorti de nos échanges, et que, en tout cas, moi, je partage aussi, c'est qu'il faut absolument que l'État soit extrêmement ambitieux, porteur de la politique du logement. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a des inégalités territoriales. Donc c'est important d'avoir une lecture au titre de la réduction des inégalités territoriales. Parce que l'aménagement du territoire, il ne peut pas se décider à Lyon, Paris ou Bordeaux, par définition. Donc il faut bien que l'État soit à la manœuvre, parce que l'État est garant de la solidarité. Donc ça veut dire que, concernant le mal logement, concernant les plus fragiles, il y a une nécessité de responsabilité de l'État. Il y a la responsabilité de l'État qui impose des politiques adaptées. Parce que si jamais, et là je prends un exemple particulier, on veut, par exemple, maîtriser une partie des marchés immobiliers, réguler, sans faire d'idéologie, moi je ne fais pas l'idéologie là, à la Fondation Abbé Pierre, quand je vois les maires de droite, de gauche qui nous disent qu'ils sont débordés par les plateformes touristiques et qui voient partir les logements, des locations à l'année, alors qu'il n'y a même pas les mêmes contraintes, par exemple en termes de performance thermique quand vous louez en tant que résidence touristique ou en logement touristique ou logement à l'année, il faut que l'État régule, il faut que l'État, avec
des lois soient en capacité de maîtriser un peu. Les choses évoluent. Il y a 30 ans, il n'y avait pas Airbnb. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité d'apporter des réponses à ces nouvelles pratiques. Juste sur la question des plateformes touristiques, ce n'est pas empêcher celui qui loue son logement 2-3 semaines. Je parle de ceux qui en font un business, de ceux qui font sortir du marché des logements qui étaient destinés aux habitants et qui vont les mettre en location touristique. Mais on a évoqué la question de l'encadrement du foncier. Là aussi, il y a des maires qui disent donnez-nous plus de capacité pour agir. Il y a aussi la question de l'encadrement des loyers. Donc, on voit bien que le rôle de législateur aussi est extrêmement important. Ce qui ne veut pas dire qu'une impulsion forte de l'État dans ces différents domaines ne signifie pas pour autant qu'on ne peut pas déléguer davantage de responsabilités pour être plus en capacité de s'adapter à la réalité des territoires. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et on l'a évoqué à travers les AOH, donner plus de compétences aux collectivités qui se sont dotées de forces en termes de logement, d'habitat, d'une vision, de compétences, pour qu'ils puissent adapter les normes, qu'ils puissent adapter, je ne sais pas, je prends juste un exemple, mais sur l'encadrement des loyers, on pourrait très bien permettre aux maires de dire que non, alors on sera plutôt à non pas 20% au-dessus du médian, mais 15%, et puis dans tel arrondissement, si je prends la ville de Paris, là ça sera ceci, ça sera cela, pour lutter contre la ségrégation territoriale et les inégalités. Donc, il y a là, me semble-t-il, nécessité d'avoir un État qui soit fort, qui soit puissant, qui donne la dynamique. Mais avec une territorialisation des solutions. Oui, mais ça passe aussi par des objectifs. Et moi, je voudrais qu'à la fin de ce CNR, ou plutôt, on va dire, après le PLF prochain, on voit s'il y a des objectifs. Nous, ce que nous avons demandé dans le CNR, c'est la pluriannualisation des objectifs. On fixe des objectifs, on fixe des moyens, on pluriannualise ces objectifs, ces moyens, pour être sûr de ne pas avoir à batailler à chaque projet de loi de finances. On évoquait hier, il y avait Jean-Louis Borloo qui était là à la restitution, le plan de cohésion sociale. En début de quinquennat, je ne sais plus si c'était septennat ou quinquennat, les objectifs ont été fixés. On a dit on va faire tant de logements sociaux, telle catégorie, tant de logements très sociaux. On va fixer des objectifs qui vont permettre à tous les acteurs de savoir où on va. Combien on veut de logements en France? 450 000, même si on sait que c'est un peu à la louche. Combien on veut de logements sociaux? Combien il faut mettre d'argent sur la table pour pouvoir permettre cette production, de logements sociaux? Comment on ajuste au fil du temps? Parce que quand on perd 20 000 logements sociaux ou 40 000 logements sociaux par an, c'est 40 000 ménages qui ne seront pas logés dans les années à venir. Donc comment on ajuste? Comment on évite d'avoir des batailles budgétaires à chaque projet de loi de finances? Ça, c'est un pilotage d'État digne de ce nom, qui nous dit ce qu'on va faire, qui permet aux filières de s'organiser, notamment sur la rénovation thermique. Là, je pense qu'il y aura des objectifs très clairs, de former les acteurs, de se doter de compétences. Parce que juste, souvenons-nous ce qui s'est passé en 2008. L'appareil de production, il s'est effondré en quelques années. Mais pour le reconstituer après, c'est extrêmement long. Et donc, on a besoin de cette vision. On a besoin de nous donner une visibilité sur ce que nous allons faire. Et ça, aujourd'hui, ça reste encore à faire. Madame Cos, je vous vois beaucoup être d'accord justement avec tout ce que M. Robert a dit. Mais alors sur le logement social, justement, en règle générale, vous attendiez énormément aussi de ce CNR, vous attendiez aussi des annonces pour vous accompagner, que ce soit dans la production ou que ce soit dans la rénovation. On l'a entendu, vous êtes aussi très frustré de ce que vous avez reçu finalement. Pour reprendre les propos du ministre tout à l'heure, aucun d'entre nous n'a dit que rien n'a été fait dans ce CNR. Mais je pense que s'il faut comprendre notre degré de frustration et de colère, puisque le mot a été dit tout à l'heure, c'est parce que la crise du logement, elle n'a pas démarré il y a 6 mois. La baisse des agréments des logements sociaux, elle a démarré en 2018. Et je pense qu'il faut rappeler ça. C'est que pourquoi est-ce qu'on a beaucoup tous investi le CNR? Parce que pendant 5 ans, on s'est battu avec un mur. C'est-à-dire, et c'est très important ce qu'a dit Christophe sur la manière dont l'État pense son rôle dans la politique du logement, parce que je crois que c'est un vrai débat politique qui malheureusement n'a pas eu lieu pendant la campagne des présidentielles malgré nos efforts aux uns et aux autres. Mais c'est bien ça dont on parle en fait. Est-ce qu'on est encore dans une vision où l'État a un rôle de régulateur tel que c'est écrit dans le Code de la construction et de l'habitat, ou est-ce qu'on est sur une vision totalement décentralisatrice? Mais alors ça veut dire qu'il faudra tout décentraliser, et y compris les ressources, et y compris les enjeux de TVA et tout ça.
Et pendant 5 ans, parce que je ne peux pas ne pas revenir sur le passé, pendant 5 ans, il y a eu une politique du logement, je l'ai déjà dit au congrès HLM, c'est une politique du logement qui a matraqué le logement social. Et on a perdu 140 000 agréments en 5 ans. Ces 140 000 logements qu'on n'a pas pu agréer parce qu'on n'a pas eu les fonciers, qu'on n'a pas eu l'argent pour le faire, que l'État ne nous demandait même pas d'avoir des objectifs ambitieux, c'est des logements qui manquent aujourd'hui. Si on les avait eus, ces agréments en 2018, c'est des logements qu'on aurait déjà inaugurés. Donc je pense que c'est très important de le dire parce qu'il s'est passé des choses cette dernière année. D'une part, il y a eu le lancement du CNR. Moi, j'ai aussi vu des parlementaires de tous partis politiques qui sont en train de faire un travail remarquable. J'ai encore parlé hier avec Anna Higlemer et puis je vois le président du CNH qui est là, qui veulent porter des choses. Comment ça se fait qu'on ne leur a pas donné les moyens de le faire là maintenant? Et pourquoi est-ce qu'il est important je veux le dire devant le ministre parce qu'il peut nous trouver parfois assez injustes et impatients, mais je pense que par ailleurs la crise, elle s'est accélérée de manière folle et que c'est aussi pour ça qu'on attend des mesures extrêmement rapidement. Je vais prendre 2 exemples. Puisque moi, en tant que ministre, c'est moi qui ai mis les premières mesures de régulation d'Airbnb. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai entendu à l'époque parce que vraiment, ça me ferait bien marrer. Voilà. Et à l'époque, on était dans la régulation. En 6 ans, vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu, rien que la dernière année, le nombre de logements qui sont sortis du marché locatif? Si quelqu'un ici dans cette salle cherche un logement locatif dans une métropole aujourd'hui pour se loger, regardez le nombre d'annonces. Regardez combien ça s'est raréfié. Il y a urgence à agir. La loi climat et résilience, elle a maintenant 3 ans. On ne peut pas dire « Ah oui, c'est un problème, Airbnb n'est pas concerné par la réforme, par les DPE et par l'indécence du logement ». Il faut quand même se rendre compte de ce qu'ont écrit les parlementaires et de ce qu'a laissé faire les gouvernements. On dit que les logements vont être indécents dans le social ou dans le privé s'ils sont G, puis F, puis E, mais on peut faire du Airbnb. Et après, on s'étonne qu'il y ait une évaporation. Il y a urgence. Hein. Alors, j'entends, on me dit c'est octobre. Moi, je suis désolée, mais là-dessus, il y a un texte de loi transpartisan. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'ordre du jour maintenant, alors qu'il est transpartisan et qu'on sait qu'il peut être voté, en plus dans une période où on sait que les majorités sont compliquées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la dégradation de l'ensemble des autres sujets, notamment attrition de la question du locatif privé, des programmes d'accession et aussi des programmes immobiliers tout court et donc des programmes de logement. Donc oui, sur le logement social, évidemment qu'on est frustré. En même temps, on nous dit on veut vous soutenir, on va faire un pacte de confiance. Je dois le dire ici très calmement. Déjà dans la loi de finances 2023, nous avons été moins aidés que par le passé. Il faut quand même le faire. Hein. Pendant 5 ans, on a été matraqués par la RLS, mais il y avait des compensations. En 2023, il restait une seule compensation qui a été exercée par Action Logement. Et c'est tout. C'est-à-dire que déjà en 2023, on est moins compensé sur moins de dispositifs d'aide liés à la compensation de cette ponction d'1,3 milliard. 2024, on le sera encore un peu moins. Et 2025, on ne sait pas du tout. Donc évidemment qu'on est inquiet. On est d'autant plus inquiet que, et je l'ai dit ici aussi calmement, quand j'ai commencé à regarder l'analyse des demandeurs de logements sociaux pour l'année 2022, et ça, c'est aussi un phénomène qu'il faut avoir en compte. On fait face donc à une augmentation de 7% de nouvelles demandes. Ça veut dire qu'il y a 170 000 ménages qui ont fait pour la première fois l'année dernière leur demande HLM. Mais ce qui doit tous vous inquiéter, c'est qu'il y a une augmentation dans toutes les régions, dans tous les territoires. Alors que jusque-là, on avait quand même des zones dites tendues, très tendues, que vous connaissez. Et puis on avait des territoires qu'on appelait détendus. Il y avait d'ailleurs une aide d'Action Logement pour les territoires dits détendus, où y compris l'État nous poussait à démolir du logement social car il n'arrivait plus à trouver clients. C'est fini ça. Même dans les territoires les plus détendus, on a des augmentations de 5% de la demande HLM. Si ces personnes cherchent aujourd'hui un logement HLM, c'est bien qu'elles n'arrivent pas à trouver dans le parc privé ou dans l'accession sociale. Donc évidemment qu'on est inquiet sur la production. Sur la rénovation, on nous annonce une enveloppe d'aide à la rénovation et j'en suis vraiment heureuse parce que nous avons été les premiers à dire qu'il fallait décarboner le parc, qu'on serait très engagé auprès de l'État et on l'est. Parce qu'on l'a lancé, les travaux. Hein. On les a lancés, sauf qu'à un moment, nous n'y arriverons plus si on n'a pas de fonds propres. Et puis, je voudrais quand même revenir sur 2 choses. Le plan logement d'abord, auquel nous sommes très attachés, qui nous a permis de faire des efforts vraiment pour avoir plus de logements qui permettent vraiment ce passage de la rue au logement sans passer par ce parcours du combattant que l'on connaît malheureusement et qui, à mon avis, est absolument
vraiment défavorable aux ménages. Mais 160 millions supplémentaires, évidemment que c'est bien. Mais c'est 430 qu'on attendait. Comment vous voulez qu'on soit content? Faire du logement PLAI à des loyers qui vont être entre 3,50 et 5 € du mètre carré, oui, ça nécessite de l'argent public. Et ça nécessite des efforts considérables, surtout à un moment où on construit beaucoup plus cher, notamment pour des raisons environnementales, mais pas que, parce que le foncier est aussi beaucoup plus cher, et où par ailleurs, il y a une demande très forte. Je rappelle quand même que plus de 70% des demandeurs de logements essentiels sont sous le seuil de pauvreté. Il faut aussi voir ça, le marché de l'emploi. Logement intermédiaire, d'accentuer là-dessus. Non, mais le logement intermédiaire, très bien, mais aucun de mes 2,4 millions demandeurs va rentrer dans le logement intermédiaire. Donc arrêtez de me parler de logement intermédiaire quand je parle de logement social. Le logement intermédiaire, c'est du loyer qui est au moins à 17 € du mètre carré. Donc c'est utile. Ça répond à loger la classe moyenne haute. Ça ne répondra pas à la question de la demande de logement social. Il faut que tout le monde ait ça en tête. Donc, et c'est très bien, on me dit plein d'efforts sur le logement intermédiaire. Et je le rappelle quand même une chose. Le logement intermédiaire, il n'y a pas de commission d'attribution. Il n'y a aucun contrôle des revenus alors qu'il y a une aide de l'État. Et quand même, on peut se poser la question. Les organismes de logement intermédiaire, y compris les bailleurs sociaux, ne sont pas contrôlés sur cette activité. Donc très bien, on peut en développer plein. Ça ne va pas résoudre ma question du logement pour la personne qui gagne le SMIC, qui est au revenu médian français. Et je rappelle que c'est une majorité des Français. Et c'est à eux aujourd'hui qu'on doit s'adresser. Et c'est vrai que les réponses d'hier ne répondent pas beaucoup à leurs préoccupations. Mais je termine sur une chose, sur le PTZ. Le prêt à taux zéro, il a été fait dans un ancien temps et il a toujours coûté cher. Donc ça, ce n'est pas nouveau, Olivier, puisque quand je l'ai institué, déjà Bercy reprochait qu'il coûte trop cher. Et pourtant, à l'époque, les taux étaient bas. Le PTZ, il est d'autant plus intéressant que les taux augmentent. Mais le prêt à taux zéro, il est là pour accompagner les primo-accédants. On nous dit, on va le resserrer, on va le faire plus vert. Donc comme c'est sur du neuf, j'ai quand même du mal à voir en quoi il est plus vert, parce que quand même, il y a des réglementations très exigeantes. Et on le fait sur le collectif en zone tendue. Et bien, si cette réforme elle est mise en œuvre, l'ensemble des ménages qui sont dans de l'accession sociale, je pense notamment à du PSLA, en zone tendue, détendue, je ne sais quoi, en de l'habitat individuel, qui doivent lever leur option, donc passer de la location à l'accession, c'est le principe du PSLA. Dans 2 ans, c'est-à-dire les programmes qu'on a lancés actuellement, qui sont dedans, ils n'auront pas droit au PTZ. Alors que c'est typiquement la cible du prêt à taux zéro. On cherche des ménages qui n'ont pas de patrimoine antérieur, qui ont des revenus très faibles et qui veulent aller vers l'accession. C'est ça que fait cette réforme du PTZ. Et franchement, là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, moi, je vois très bien, hein, on fait un PTZ qui ne va pas être utilisé, parce qu'il va être utilisé dans des zones où c'est tellement cher que de toute façon, le primo-accédant ne peut pas acheter. Donc, vous comprenez, évidemment, après, il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais en tout cas, pour terminer sur le logement social, on me dit on va faire un pacte de confiance. Moi, je redis les choses comme je les ai dites hier soir. Pour faire un pacte de confiance, il faut qu'il y ait du contenu. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas assez. C'est ce que j'ai dit à la Première ministre. Donc, on va se voir, on va discuter. Je pense, heureusement, que tant que la loi de finances n'est pas votée, il y a des arbitrages à aller gagner. Mais je crois aussi qu'il faut que, y compris au niveau du président de la République et de la Première ministre, il y a une prise de conscience qu'on ne va pas résoudre la crise du logement sans un effort massif de l'État pour la résorber. Et par le passé, à chaque fois qu'on a voulu répondre à des moments de crise, il y a eu un effort de l'État. Donc aujourd'hui, je ne vois pas cet effort et c'est pour ça qu'il faut absolument retravailler sur la base de nos discussions d'hier et des mois précédents. Il y a pas assez d'efforts, il y a une mobilisation de la filière, il y a une mobilisation aussi des agences, il y a des mobilisations aussi du groupe, je pense à Action Logement justement. Alors je suis désolée, toutes les deux, c'est vrai que vous ne parlez pas beaucoup pour l'instant. Peut-être pour vous donner quand même quelques minutes de parole, donc Nadia Bouillet, côté Action Logement peut-être, et on terminera juste par un dernier mot avant que le ministre puisse vous répondre. Bon, je ne vais pas être très, très longue. On entend l'inquiétude hein, qui est formulée par Emmanuel Cos. En fait, il faut qu'on puisse
effectivement mesurer, et je pense que tout le monde ici le mesure, la difficulté du travail actuel des organisations comme la nôtre, nos équipes. Je pense que c'est pareil à l'ANA et c'est tous les bailleurs sociaux, parce que cette demande qui augmente et effectivement pour nos équipes dont c'est le métier, ne pas voir quelque part le bout du tunnel et voir plutôt une aggravation en fait de la situation, ça crée cette inquiétude-là, et je pense qu'elle a été très bien exprimée par Emmanuel. Alors on essaye de trouver les solutions. Quand on cite le plan de cohésion sociale, je pense que c'est intéressant comme référence, parce que on avait, et je vais revenir sur ce constat d'avant le plan de cohésion sociale, avec des logements sociaux dans les quartiers qui étaient très dégradés, une conscience de ça, mais effectivement une difficulté pour les bailleurs à faire ce pas-là, parce que c'est pas évident, c'est compliqué d'aller expliquer qu'on doit démolir des logements ou faire des travaux. Et puis il y avait la question financière déjà aussi à l'époque. Et donc arrive un plan qui dit non mais attendez, enlever tous ces problèmes techniques, on va les régler, et on remonte d'un cran finalement avec une grande ambition. Et je pense que c'est là aujourd'hui, ce CNR, il a permis d'identifier tous ces blocages, et il y en a beaucoup, mais ils existent depuis longtemps. Entre 2000 et 2020, les prix de la construction, je parle du logement social, ils ont augmenté de 80%, les plafonds de loyer de 40%, l'APL de 20%. Donc vous voyez, les courbes, elles divergent. Arrive en 2017 la RLS, en 2018, donc là elle continue à diverger. Donc les personnes les plus modestes, on a du mal à les solvabiliser pour entrer dans un logement social. Donc voilà, d'où l'importance du plan logement d'abord, et je pense que c'est important l'effort qui a été annoncé, mais les personnes qui sont dans le logement social ont aussi de plus en plus de mal à accéder, et on essaye de boucler par tous les moyens des plans de financement pour réussir à construire abordable. On a tenu parce que les taux étaient très très bas et qu'il y a eu des compensations. Là, cette année, on a une conjoncture compliquée, une inflation qui revient, des prix des matériaux qui augmentent, et donc cette divergence, elle s'accroît. Et je pense que les mesures proposées, elles vont dans le bon sens. Après, ce qu'il faut réussir, c'est que la courbe, on arrive à montrer qu'elle reconverge, vous voyez, et ça peut... c'est pas, si c'était simple, on le dirait, mais c'est vraiment une attention pour nous. Et en tout cas, au niveau du groupe, déjà, nous, on peut être satisfait qu'il y ait un accord de trouver avec l'État, parce qu'on était dans une situation compliquée. Donc là, on va pouvoir effectivement déployer toute notre énergie aussi pour trouver des solutions, mais on est un acteur, et je pense que c'est l'ensemble du secteur qui est attendu là-dessus, et tout ce qu'on parle en planification, ce qui est devant nous, en fait, ce qu'on voit venir, tu parlais du ZAN, c'est important, je veux dire, c'est indispensable même, parce qu'on s'inscrit dans une décarbonation, sauf que derrière, s'il n'y a pas de réponse apportée, en fait, qu'est-ce que ça va créer? Une augmentation des prix du foncier, c'est évident. Et donc cette question foncière qui est à la base, il faut pouvoir regarder comment on la traite, parce que sans remettre en question qu'il faut construire plus durable, il faut qu'on mesure les conséquences en fait à chaque fois de réglementation qui arrivent, et pouvoir aussi y pallier. Et donc je pense que ce travail, il est encore devant nous. En tout cas, on y prendra notre part. Le ministre a parlé de l'augmentation de Visale, et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est utile aujourd'hui, c'est une garantie qu'on apporte. Après, il faut qu'il y ait des logements en face, ça veut dire qu'il faut pouvoir produire ces logements-là. Et cet effort collectif, je pense que votre table ronde, elle est bien intitulée, parce que c'est vraiment ensemble qu'on va réussir. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. En tout cas, merci de me l'avoir donnée. Et puis, j'espère que voilà, cette table ronde aura des suites aussi pour le bien de tous nos concitoyens. Je pense que ce qu'elle montre aussi, cette table ronde, c'est que la filière est encore une fois réunie, et aussi on le voit que finalement les barrières tombent aussi. Et ce qu'on voyait avant, voilà, on opposait beaucoup les promoteurs d'un côté, le neuf d'un côté, la réno de l'autre. Aujourd'hui, finalement, même Madame Mancret-Taylor, justement, on parlait rénovation. Finalement, cette barrière entre le neuf et la rénovation, elle n'a plus lieu d'être non plus.
Elle n'a jamais eu lieu d'être. Peut-être que c'est encore plus visible aujourd'hui. Moi, je trouve que le débat il est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est face à un changement de culture et face à un changement d'approche et de méthode de faire qui est vraiment très profond et qui, du coup, nous interpelle tous, tous les acteurs du logement, tous ceux qui œuvrent dans cette politique et que la période est particulièrement difficile. Deuxièmement, ce que je voudrais partager avec vous est un peu en écho à ce que évoquait la Fédération française du bâtiment. Bien sûr qu'on a besoin de production neuve, il n'y a pas de sujet et c'est fondamental. On a besoin de renouveler le parc de logements, mais on ne peut pas dire qu'intervenir en matière de rénovation sur l'existant ne crée pas du logement nouveau, puisqu'on y traite de l'habitat indigne, on y traite du logement vacant et en fait on renouvelle assez profondément. Non, c'est pas à la marge. Quand on agit sur 80%, excusez-moi, j'ai un gros chat dans la gorge aujourd'hui, mais tout va bien. Quand on agit sur 80% des logements qui feront notre patrimoine des générations en 2050, je pense que c'est pas du tout marginal, justement. C'est au contraire, c'est l'essentiel et le central. Et bien entendu que la production neuve participe de l'amélioration et de ce renouvellement du parc et participe aussi de l'aménagement du territoire, mais d'une manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on ne crée plus des quartiers de grands ensembles, on intervient sur les quartiers de grands ensembles, c'est tous les enjeux du travail qu'on mène avec l'ANRU, on intervient sur les quartiers pavillonnaires pour faire de la division foncière, pour faire des surélévations, pour redonner vie à des quartiers qui ont besoin effectivement de plus de mixité sociale et de mixité intergénérationnelle aussi. Enfin, on a vraiment des outils complètement nouveaux. Et effectivement, on a une culture de faire, à la fois en conception, mais aussi en intervention et en construction, qui évolue très, très fondamentalement. Et puis enfin, le dernier point que je voulais partager avec vous par rapport au champ d'intervention de l'agence, c'est que dans le parc privé, dans l'intervention sur le parc privé, vous ne pouvez pas à une table ronde inviter une présidente ou un président qui représente l'ensemble de ces propriétaires du parc privé. Parce qu'en fait, c'est monsieur et madame tout le monde sur l'ensemble du territoire. Et pour pouvoir travailler sur cette qualité en faveur de ces propriétaires, c'est tout ce que le ministre du Logement et la première ministre ont évoqué hier et qui a été rappelé par Olivier Klein ce matin, c'est avoir de l'accompagnement pour pouvoir vraiment accompagner les ménages dans un processus d'élaboration de travaux de qualité en lien avec les entreprises, en lien aussi avec les banques, pour leur permettre d'accéder à de la qualité en matière de travaux, pour leur permettre d'accéder aussi à des prêts bancaires, parce que les subventions publiques ne peuvent pas tout faire, et c'est extrêmement important, et bien entendu, et j'en terminerai là, en lien avec les territoires, parce que ça a été énormément évoqué par le gouvernement depuis de nombreuses semaines, et notamment depuis 2 jours. Rien ne se fait en matière de politique de l'habitat sans les collectivités territoriales et notamment le bloc communal, et que la contractualisation, notamment que l'ANA met en place au travers de plus de 800 programmes, au travers du programme France Rénov, pour pouvoir accompagner ces ménages et être au plus près et aller vers, est indispensable et très très important. Merci beaucoup. Finalement, l'an dernier, certains d'entre vous étaient déjà autour de cette table, lors de la précédente table ronde d'ouverture de l'édition précédente. Tous, nous nous accordions à dire que l'un des leviers, finalement, aujourd'hui, pour agir ensemble, c'est une collaboration et un dialogue essentiel qui nécessite confiance, écoute et innovation collective. Parce que le CNR, je crois, a continué à avancer. On le voit en tant qu'observateurs, nous, journalistes, voilà, ces barrières tombent de plus en plus. Il y a de moins en moins d'opposition entre vous. Le CNR avance. J'espère que cette table ronde aussi l'aura montré. Et merci à tous d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Et je vais appeler maintenant monsieur le ministre qui nous fait... l'honneur, et je leur remercie d'être restés avec nous ce matin et pour conclure cette table ronde. Je reçois des coups de courant, tout va bien. Rebonjour à tous, merci. Effectivement, moi, c'était important pour moi de vous écouter et pas de répondre parce que bien évidemment... je ne pourrais pas répondre en peu de temps, mais quelques mots. D'abord, moi, je n'ai pas la gueule de bois. Ou alors, si je l'avais, ça ne serait pas par de la déception. Je peux, évidemment, comme nous tous, être fatigué, mais j'ai le sentiment que c'est une saine fatigue.
D'abord parce que je crois qu'on peut être fier. On peut être fier du travail réalisé dans le cadre de ce Conseil national de la refondation. Fier de cette capacité à continuer à se rassembler, à agir ensemble, à avoir mis en place cette méthode de travail chère au président de la République, d'écouter et d'entendre. Et donc, je crois vraiment que l'enjeu maintenant, c'est comment on continue à travailler. Et moi, je suis tout à la fois, puisque ça a été le mot de la matinée, optimiste et combatif. Pourquoi ? D'abord parce que, je le redis, le logement compte probablement encore plus à la fin de ce CNR pour l'État et à son plus haut niveau. Et j'en prends pour preuve, évidemment, la présence de la Première ministre hier, l'annonce qu'elle a faite de participer aux travaux du pacte de confiance et à son écriture, aux soins qu'elle a pris à l'avancée des discussions avec Action Logement et à la signature prochaine de la nouvelle convention quinquennale. Le logement compte aussi parce que, bien évidemment, personne ne nie la crise du logement, crise qui, comme ça a été rappelé, existe depuis de nombreuses années, mais c'est vrai, elle connaît un paroxysme aujourd'hui. Et cette crise, ça a été dit, c'est une crise à la fois de l'offre, de la demande, une crise liée à la situation internationale, financière, et cette crise, je crois vraiment, fondamentalement, comme ancien acteur de toutes ces politiques, comme élu local, qu'elle est extrêmement partagée dans sa responsabilité et dans sa capacité à la résoudre ensemble. La résoudre ensemble sans penser qu'il y ait, je crois, une formule magique pour la résoudre. Ça serait trop facile et d'autres avant nous auraient eu l'intelligence de la trouver. On a tous eu à un moment ou à un autre des compétences et des capacités importantes pour essayer de résoudre cette crise. Et résoudre cette crise dans la situation financière qui est celle de ce pays, évidemment, ça nous oblige à faire des choix. Les choix, ils ont été énoncés et puis ils seront encore développés et argumentés et améliorés très probablement. Logement d'abord, j'y reviens pas, mais c'est quand même un choix fort qui est fait par le gouvernement d'accompagner les plus fragiles parce que, on le sait tous, et j'y reviendrai, la problématique du logement, c'est une problématique de parcours résidentiel, de mobilité résidentielle. Et à chaque fois qu'un des morceaux du tuyau est fermé, eh bien c'est tout le système qui se bloque, qui se sclérose. Aujourd'hui, et c'est ce que vient de dire Valérie Moncret-Taylor, moi je le vois à Clichy, qui est une ville que je connais assez bien, j'ai 4000 demandeurs de logements sociaux. Plus de la moitié d'entre eux, bien évidemment, ne sont pas des gens à la rue, c'est des gens qui sont logés. Plus de la moitié d'entre eux habitent le Chêne Pointu, une copropriété extrêmement dégradée. Et oui, la rénovation est un moyen de régler leurs problèmes. Une partie très importante de ces gens-là sont très bien ou seront très bien là où ils sont quand on aura enfin terminé la rénovation de leur logement, qu'on aura résolu leurs problèmes de passoires thermiques, qu'on aura résolu leurs problèmes de charges de copropriété qui sont insupportables, quand ils payent pour chauffer le pied des oiseaux et entretenir une route dans laquelle l'ensemble de la ville passe, oui, on aura réglé leurs problèmes. Donc oui, je crois fondamentalement que la rénovation est une issue et un moyen de régler les problèmes. Ensuite, penser qu'on réglerait la problématique des élus locaux simplement en valorisant un maire bâtisseur. Moi, je ne sais pas ce que c'est un maire bâtisseur. Il y avait des pharaons qui étaient bâtisseurs. Moi, je suis maire, j'ai été maire. Je le serai peut-être un jour à nouveau. Décerner des permis de construire, c'est bien, il faut le faire, mais ça ne veut pas dire que sa population augmente. Moi, je fais plus de 130 permis de construire chaque année. Ma population continue à baisser du vieillissement de la population. En quoi je devrais demander à l'État de me donner plus d'argent pour mon fonctionnement, pour ouvrir des écoles, pour ouvrir des places en crèche, alors que ma population n'augmente pas? Oui, je serais un maire bâtisseur si je dépassais mon point mort et que je construisais du logement qui fasse augmenter ma population. Eh bien, l'aide aux maires bâtisseurs, elle existe. Ça s'appelle la DGF. À chaque fois que notre population augmente, eh bien oui,
système mécanique, notre financement, notre DGF augmente. Oui, l'aide bâtisseur, elle existe à travers le fonds Friche. Oui, l'aide aux maires bâtisseurs, elle existe à travers la politique que le gouvernement veut mettre en place sur le soutien aux écoles. Moi, je l'ai fait et je le fais encore comme président, je le faisais comme président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. J'ai mis l'accent sur le patrimoine scolaire et Christophe Béchu l'a annoncé il y a quelques jours. Le gouvernement va mettre l'accent sur le patrimoine scolaire à travers la rénovation, à travers l'accompagnement des villes dans la construction des écoles. L'aide aux maires bâtisseurs, elle peut exister et c'est le choix qu'on fera à travers les dotations de soutien à l'investissement local, la DSIL, la DTER et l'ensemble des politiques. Et puis oui, l'aide aux maires bâtisseurs, elle pourra exister par une majoration, et ça fait partie des travaux qu'on aura dans le cadre de la décentralisation, une majoration de la DGF à l'augmentation de la population. Mais je ne crois pas qu'une aide aux maires bâtisseurs passe par le nombre de permis de construire, parce que d'une certaine manière, et on l'a vu à travers le plan de relance, on ne fait pas augmenter nos populations, on ne fait pas augmenter nos dépenses de fonctionnement. Et je terminerai là-dessus parce que moi, je suis optimiste, offensif et dans la volonté de travailler ensemble. Je crois fondamentalement à la manière dont on va travailler, continuer à travailler avec le monde HLM, avec Action Logement, à la signature du pacte de confiance. Oui, il faut accompagner le monde HLM. Oui, il faut accompagner un certain nombre de bailleurs en difficulté. Il faut les accompagner pour résoudre leurs problèmes de fonds propres. Il faut les accompagner pour produire plus. Il faut les accompagner pour rénover plus et plus vite. C'est le sens notamment du dispositif seconde vie que l'on va mettre, qu'on va continuer à mettre en place avec l'exonération de TFPB pour les immeubles qui seront complètement rénovés dans le dispositif seconde vie. Et ce travail-là, on va le mener tous ensemble, en trouvant de l'argent, puisque bien évidemment, un pacte de confiance, ça veut dire que chacun signe ce pacte et que chacun y participe avec un effort. Et je tiens à mener avec l'USH et toi, chère Emma, ce travail sous l'égide de la Première ministre, avec l'ensemble des acteurs, comme on l'a fait quand on a décidé avec le gouverneur de la Banque de France, le ministre des Finances, de ne pas aller au maximum de l'augmentation du taux du livret A, qui aurait eu des effets encore plus désastreux sur le monde HLM. Eh bien, ces efforts-là, on est prêt à les faire. Oui, il faut continuer à travailler sur le foncier. La spéculation foncière, elle provoque une incapacité pour nos Français à nous loger. Et là aussi, parfois, on a joué aux apprentis sorciers sur le prix du foncier, tout le monde. Y compris les promoteurs que je soutiens, parce que je suis là pour soutenir l'ensemble des acteurs, ceux qui logent et ceux qu'on doit loger, peut-être avec un peu plus d'insistance pour ceux qu'on doit loger pour ma part. Mais oui, on a joué aux apprentis sorciers sur la question du prix du foncier. Je vois un certain nombre d'habitants me raconter ce qu'on leur propose comme prix du foncier pour leur acheter un pavillon, 2 pavillons, 3 pavillons, et ces prix sont exorbitants, ne correspondent pas à la réalité de nos PLU et ne sont pas bons ni pour eux, ni pour nos villes, ni pour la planète, parce que la sobriété foncière, elle doit continuer à être notre priorité. Donc voilà, vous voyez, je suis optimiste, combatif, avec l'envie de redonner aux Français la capacité d'habiter quel que soit l'état de leur compte en banque. Et c'est notre responsabilité à tous de continuer à travailler ensemble. En lançant le Conseil national de la refondation, j'ai pris le risque de la déception, mais je n'ai pas l'habitude d'être ni masochiste ni schizophrène. Donc moi, je crois à cette capacité à travailler ensemble, à construire ensemble et à agir ensemble, puisque c'était le titre de cette table ronde. Et comme ça a été dit à l'issue du Conseil national de la refondation, ce travail continue. On mettra en place les niveaux d'évaluation, de suivi de ce Conseil national de la refondation pour qu'ensemble, on continue à agir. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Ministre. Merci à tous. Je pense que vous pouvez applaudir quand même nos orateurs. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à 11h. On fait une toute petite pause. Je vous donne rendez-vous à 11h pour une très très belle table ronde aussi et des très belles conférences enjeux de territoire. À tout à l'heure. Donc à 11h dans cette salle.